Bonjour tout le monde, Bolani, je suis Dr Windra de 9.Bantu Innovation Médecine. Menedokira Windra, ye 9.Bantu Innovation Médecine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la tuberculose. Tout d'abord, qu'est-ce que la tuberculose? La tuberculose est une maladie infectieuse qui provoque à terme une infection des poumons ou d'autres tissus ou parties du corps. La tuberculose est avant tout une infection pulmonaire dans les 85% de localisation et il y a aussi les formes extrapulmonaires. Les formes extrapulmonaires sont des méningites, des formes ostéo-articulaires, urogénitales, intestinales, séreuses ou ganglionnaires. Et puis, je vais vous expliquer quels sont les agents de la tuberculose. Et après cela, je vais parler de la physiopathologie, et puis la transmission, les préventions et enfin les traitements. Tout d'abord, quels sont les agents responsables de la tuberculose? Ce sont des bactéries à pouvoir pathogène spécifique. Elles ne viennent jamais en saprophyte ni en commensal. Le complexe tuberculosis comprend les espèces suivantes. Mycobacterium tuberculosis, ce qu'on appelle bacille de Koch ou le BK. Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum. Seules les espèces en caractère gras sont responsables de la tuberculose chez l'homme. L'espèce la plus fréquente est la Mycobacterium tuberculosis. Et maintenant, on va voir la physiopathologie de la tuberculose. La contamination est presque toujours aérienne par inhalation de très fines gouttelettes de sécrétion respiratoire aérolysées émises lors d'épisodes de toux par des personnes infectées. Comme ces gouttelettes sont de petite taille, elles peuvent atteindre directement les alvéoles pulmonaires. Les macrophages alvéolaires phagocytent alors les mycobactéries. La suite dépend du nombre de mycobactéries inhalées et de la qualité des défenses innées de l'hôte. Chez la plupart des sujets, les macrophages détruisent les mycobactéries. Chez les autres, certains bacilles résistent et se multiplient dans les macrophages. Ils seront à l'origine soit d'une primo-infection de 95% des cas, soit d'une maladie tuberculeuse précoce, 5% des cas. En primo-infection, chez 95% des sujets infectés, la maladie s'arrête au stade de la primo-infection grâce à la mise en place en quelques semaines d'une réponse immunitaire cellulaire T dépendante efficace et suffisamment rapide. Cette réponse immunitaire se traduit par la formation d'un granulome. La primo-infection peut se manifester par de la toux, une fièvre modérée et une atteinte de l'état général souvent considéré comme un état grippal, mais dans la majorité des cas, elle est asymptomatique. Lorsque la primo-infection est asymptomatique, le diagnostic se fait souvent à distance de la contamination. C'est un diagnostic indirect, intradermoréaction à la tuberculine et test de sécrétion de l'interféron gamma. Le granulome est quelquefois visible sous la forme d'une lésion pulmonaire de petite taille, mais dans d'autres cas, il est invisible. Ainsi, on ne peut pas se limiter à la radiologie des poumons pour poser le diagnostic. Dans la maladie tuberculeuse précoce, dans ce cas, il n'y a pas de primo-infection latente. Le sujet contaminé développe aussitôt la maladie. Cette forme se manifeste lorsque l'immunité cellulaire tarde à se mettre en place. Le granulome ne se forme pas, les macrophages résides ne sont pas activés et libèrent leur enzymatique. La nécrose tissulaire est ici importante. Elle aboutit à la formation d'un casium liquide bien oxygéné qui constitue un bon milieu de culture pour les mycobactéries tuberculeuses. Le casium s'écoule dans les bronches. Le malade tousse, émet un aérosol riche en bacilles et transmet la maladie à son entourage. Les signes cliniques sont les suivants.
tout avec expectoration, fièvre, sueur nocturne, grande fatigue, perte de l'appétit et perte de poids. Dans la tuberculose de réactivation, lorsque la qualité des défenses immunitaires diminue, les bacilles quiescents peuvent se réactiver et être à l'origine de tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire. Dans la tuberculose extrapulmonaire, des macrophages infectés peuvent migrer par voie lymphatique puis sanguine vers d'autres organes. L'évolution de l'infection dépend ici aussi de la qualité de la réponse immunitaire T dépendante. Les localisations sont variées: méningite tuberculeuse, tuberculose ostéo-articulaire, tuberculose urogénitale, tuberculose des séreuses, tuberculose ganglionnaire. Ici, dans les tuberculoses extrapulmonaires, il y a quelques formes de tuberculose. Tout d'abord, je vais expliquer la tuberculose miliaire. Lorsque les bacilles se disséminent par voie sanguine et affectent de nombreux sites, poumons, reins, foie, méninges, péricarde, l'infection se traduit par l'apparition de nombreux granulomes de taille d'un grain de mil. La tuberculose miliaire est la plus fréquente chez l'enfant de plus de 4 ans, sujet immunodéprimé, chez les personnes âgées. Les symptômes de la miliaire tuberculeuse comprennent fièvre, frissons, asthénie, sensation de la malaise et souvent dyspnée évolutive. La dissémination intermittente des bacilles tuberculeux peut induire une fièvre d'origine inconnue prolongée. L'atteinte de la moelle osseuse peut entraîner une anémie, une thrombopénie ou une réaction de type leucémique. Et puis la tuberculose génito-urinaire. L'infection du rein peut se présenter sous la forme d'une pyélonéphrite sans que l'on observe les micro-organismes pathogènes habituels dans les cultures systématiques. L'infection se propage généralement à la vessie et chez l'homme à la prostate, aux vésicules séminales ou à l'épididyme, entraînant une augmentation de la masse scrotale. L'infection peut se propager vers l'espace périrénal et sous les muscles psoas, ce qui peut parfois entraîner un abcès sur la cuisse antérieure. Une salpingio ovarite peut être observée après la ménarche quand la trompe de Fallope se vascularise. Les symptômes comprennent une douleur pelvienne chronique et la stérilité ou une grossesse extra-utérine due à une cicatrice tubaire. Et puis la tuberculose méningique. La méningite apparaît souvent en l'absence d'infection sur d'autres sites extrapulmonaires. Elle est plus fréquente chez la personne âgée et immunodéprimée, mais dans les régions où la tuberculose est fréquente chez l'enfant, la méningite tuberculeuse apparaît habituellement entre la naissance et l'âge de 5 ans. Les symptômes sont un frébicule, une céphalée persistante, des nausées, une somnolence. Eux peuvent avoir pour conséquence un état de stupeur et un coma. Et puis la tuberculose péritonéale ou la péritonite tuberculeuse. L'infection péritonéale correspond à la propagation depuis des ganglions abdominaux ou à partir d'une salpingite ou d'une atteinte ovarienne. La péritonite est particulièrement fréquente chez les sujets présentant un trouble de la consommation d'alcool qui ont une cirrhose. Les symptômes peuvent être bénins, avec une fatigue, une douleur et une sensibilité abdominale. Ensuite, la tuberculose péricardique ou la péricardite tuberculeuse. L'infection péricardique peut se développer à partir de foyers situés dans les ganglions médiastinaux ou à partir d'une tuberculose pleurale.
La péricardite tuberculeuse est une cause fréquente d'insuffisance cardiaque. Les patients peuvent présenter un frottement péricardique, une douleur pleurale et thoracique localisée ou une fièvre. Une tamponnade péricardique peut survenir entraînant une dyspnée, une distension des jugulaires, un pouls paradoxal, des bruits cardiaques étouffés et parfois une hypotension. Et puis parlons de lymphadénie tuberculeuse. Elle implique généralement les ganglions lymphatiques au niveau des chaînes cervicales et susclaviculaires postérieures. La tuberculose ganglionnaire cervicale est caractérisée par un gonflement progressif des ganglions concernés. Dans les cas évolués, les ganglions peuvent devenir enflammés et douloureux. La peau sous-jacente peut se rompre, ce qui entraîne une fistule de drainage. Et puis la tuberculose cutanée ou le lupus vulgaris. La tuberculose cutanée résulte de l'extension directe d'un foyer de tuberculose sous-jacent à la peau sous-jacente formant des ulcères et des voies sinusales. Le lupus vulgaire résulte d'une dissémination hématogène ou lymphogène à la peau à partir d'un foyer extracutané chez un patient sensibilisé. Et il y a la tuberculose ostéo-articulaire et le mal de peau. Les articulations portantes sont les plus souvent atteintes, mais les os du poignet, de la main et du coude peuvent également être atteints, en particulier à la suite d'une blessure. Le mal de peau est une infection spinale qui débute dans un corps vertébral et s'étend souvent aux vertèbres adjacentes, avec rétrécissement de l'espace discal entre elles. Si l'infection n'est pas traitée, les vertèbres peuvent se tasser et éventuellement comprimer la moelle épinière. Les symptômes comprennent une douleur évolutive et continue dans les os atteints et une arthrite chronique ou subaiguë. Dans le mal de peau, à la compression de la moelle épinière entraîne des déficits neurologiques, dont une paraplégie, une tuméfaction paravertébrale peut résulter d'un abcès. Et il y a aussi la tuberculose hépatique. L'atteinte hépatique est fréquente en cas de tuberculose pulmonaire avancée et une tuberculose miliaire ou largement disséminée. Cependant, le foie guérit généralement lorsque l'infection principale est traitée. Si la tuberculose hépatique n'est pas traitée, elle peut s'étendre à la vésicule biliaire et provoquer un nectaire obstructif. Et maintenant, on va voir quel est le mode de transmission de la tuberculose. La tuberculose est une maladie contagieuse due à la bacille de Koch. Cet agent infectieux est transmis par voie aérienne via des gouttelettes contenant les bactéries et expectoré par la toux des malades. Et ensuite, quels sont les moyens de prévention de la tuberculose? Il faut éviter tout contact entre les personnes atteintes de la tuberculose. Et il y a aussi un vaccin BCG qui est disponible pour prévenir la tuberculose. Enfin, le traitement de la tuberculose. La tuberculose est traitée avec des antibiotiques. Le traitement est recommandé pour l'infection tuberculeuse et pour la maladie. Et c'est ici que s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Je pense que toutes les explications sont claires. Et encore merci à vous de regarder jusqu'à la fin. Je vous invite à aimer, partager et n'oubliez pas de s'abonner à la page. Merci beaucoup. À la prochaine fois.